On se les pèle. Les affiches dans le métro nous confirment que notre industrie cinématographique à l'imagination moribonde a bel et bien commis le second volet de 50 Shades of Grey. Sur nos murs, les cœurs en papier crépon se répandent aussi vite que la vérole dans un couvent. Bref, c'est le mois de la Saint-Valentin. Et pour l'occasion, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un épisode sur un personnage historique avec une sensualité digne de ce nom. C'est pour ça qu'on va faire un épisode sur Robert Ménard. On déconne. On va vous parler de Lucrèce Borgia. Eh merde. Et je suis sûr que notre chère Lucrèce saura sans mal vous occuper le temps de cet épisode. C'est sûr que là, côté réputation sulfureuse, il y a du bon gros level, hein. D'après les dires, elle serait adultérine, meurtrière, incestueuse, empoisonneuse... C'est tout? Salope! Je m'y disais aussi. Et la grande question, c'est de savoir si tous ces jolis adjectifs sont mérités ou pas. Et c'est justement ce que nous allons essayer de tirer au clair aujourd'hui. Lucrèce naît à Rome le 18 avril 1480. Femme des années 80, oui femme. Non. Définitivement non. Elle a une enfance à peu près aussi banale qu'heureuse, si ce n'est quelques petits détails qu'il est bon de préciser. Elle est la fille de Vanozza Catanei Une romaine fortunée plutôt chaude, et de Rodrigo Borgia. aussi connue sous le nom de pape Alexandre VI. Et ouais, c'est la fille du pape. Enfin, à l'époque où il a eu, il était juste cardinal, hein. Oui, enfin ça change absolument rien, il y a quand même un gros souci niveau respect du vœu de chasteté. Oui, mais c'était une époque différente, hein, ça choquait personne ce genre de choses. Un vent de liberté soufflait sous les Mais soutanes. je veux pas savoir ce qui souffle sur les soutanes, surtout si c'est pas majeur. T'as pas connu Rome dans ces années-là. Les rues étaient pleines de monde, de bruit, de couleurs. En 1480, l'Italie, c'est the place to be. En plus, malgré la brûlante intensité de l'existence, la mort pouvait frapper à tout instant, sortant d'une ruelle sombre ou tombant d'un toit. Toi, t'as encore joué Assassin's Creed? Non. Peut-être un petit peu. J'y crois pas. Non, attends, c'était uniquement pour l'aspect historique. Bon, Rodrigo n'est clairement pas un modèle de vertu, ni même d'intégrité, hein, mais il n'en reste pas moins un assez bon père. Il légitimera d'ailleurs tous ses enfants. Enfin, il les fera passer pour ses neveux et nièces, hein. Quand même, il y a des limites, on peut pas tout se permettre, hein. Un peu de décence. Vous avez bien entendu, elle a dit tous ses enfants. Oui, car Lucrèce n'est pas fille unique, hein, elle a deux frères aînés, Juan et César, et un frère cadet, Iofré, qui a un an de moins qu'elle. Bref, tout ce petit monde grandit dans une certaine quiétude, l'image même d'une famille unie et heureuse. Allez les enfants, on fait un petit selfie? Ah oui, bonne idée. Allez. À 3, on dit tous schisme. Schisme! Mais y a rien qui te choque là. Hein? Ah oui, bien sûr, bah oui. Quand même. Ah bah non, mais c'est honteux. Et enfin, tu réagis. Un smartphone à cette époque-là, énorme anachronisme. C'est bien entendu. Revenons à Lucrèce, elle reçoit une instruction des plus complètes, hein, latin, grec, français, espagnol. On l'éveille aussi aux arts, musique, chant, broderie, dessin. Et bien sûr, vous vous en doutez, on veillera à ce qu'elle ait une éducation religieuse. Important, hein? Pour l'aspect moral et tout. Très drôle. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus d'être jolie, elle est loin d'être conne. Ah oui, parce qu'on ne l'a pas encore précisé, mais Lucrèce est foutrement belle. Ses cheveux blonds lui arrivent jusqu'aux chevilles, elle a une grâce naturelle, des yeux bleu-vert, ses traits sont d'une grande finesse, ses dents sont blanches et éclatantes, ses proportions idéales. Bref, elle a tout ce qu'il faut pour admirablement réussir dans le domaine auquel on la destine. Super. C'est quoi? Eh ben, c'est le... Non, dis rien, je devine. L'astronomie, la médecine, l'écriture, l'enseignement... Le mariage. Ah. Eh oui, quand tu es la fille d'un type important, ton vagin est avant tout un outil de géopolitique. Quoi? Bah oui, c'est ça d'être une fille d'eux. Vous voulez dire que je me suis farci le grec, le latin, le solfège, le dessin pour me retrouver mariée au premier seigneur qui traîne? Voilà, c'est ça. Rodrigo Borgia, qui est donc devenu le pape Alexandre VI le 11 août 1492, a beau aimer ses gamins, il se dit que si en plus il pouvait se servir d'eux, ce serait la cerise sur le gâteau.
Il fait Juan capitaine général de l'église et duc de Gandhi. César, contre son gré, entre dans les ordres. Parce qu'il faut bien quelqu'un pour reprendre la boîte de papa. Quant à Lucrèce, elle est promise à un certain Giovanni Sforza. Alors pourquoi lui? Pour des raisons purement politiques. En fait, Rodrigo veut mettre la main sur le royaume de Naples, mais vu qu'il veut pas risquer son cul tout seul, il décide de passer une alliance avec des gonzes de Milan. Et bon, les Sforza font partie des familles en place dans le coin. Ah, c'est sûr que Giovanni, on l'a pas choisi pour ses qualités personnelles, hein, parce qu'apparemment, c'est un gros connard violent et sans charme. En même temps, on lui demande pas d'être amoureuse à Lucrèce, on lui demande juste de faire ce qu'on lui dit. Oh mon dieu, quand je le dis à voix haute, c'est encore plus sordide. Ah, c'est sûr que le vent de liberté, il passait peut-être sous les soutanes, mais par contre, il a allègrement contourné Lucrèce. L'acte de mariage est donc signé le 2 février 1493. Le mari de Lucrèce est âgé de 26 ans, et elle en a 13. Prendre un enfant par la main. La cérémonie aura lieu en toute modestie chez papa, au putain de Vatican. Et c'est Rodrigo lui-même qui va unir les deux époux. Gilles Gros Paquet. Eh oui, la devise des Borgia, c'est un petit peu « quitte à pas avoir honte, autant y aller à fond ». Bref. Alors, comment ça se passe? Bah, comme la plupart des mariages arrangés, hein, mal. Ah, les rapports entre les deux époux sont glaciaux, à tel point qu'on se demande même si le mariage a été consommé. Du coup, comme toutes les filles qui s'emmerdent en 1400, Lucrèce lit de la poésie et se brosse les cheveux. Que la vie est douce et sereine. Tuez-moi! Ah ouais, quand même. Il était temps qu'on invente Netflix. Bon, apparemment par la suite les choses s'arrangent un peu entre eux, mais ça n'aura pas grande utilité vu que les plans politiques des Borgia commencent déjà à changer. Alexandre VI a retourné sa veste et maintenant c'est l'appui de Naples et des Espagnols qui l'intéresse. Du coup le Giovanni il sert plus à rien, et le pape a dans l'idée d'annuler le mariage de sa fille histoire de la refourguer un mec plus utile. Sauf qu'un mariage ça s'annule pas comme ça, hein, il faut des raisons. Et le pape choisit pour motif la non-consommation. Sous-entendu, les deux époux n'auraient jamais joué à touche pipi, et Lucrèce serait encore vierge. Au bout d'un an, ça paraît quand même compliqué, hein. Même en étant franchement pas motivé et en se voyant très peu, il y a bien un moment où ils ont trouvé un créneau, quoi. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Rodrigo a dû se faire la même réflexion puisque, afin d'appuyer cette version, il demande à son beau-fils de faire une déclaration d'impuissance sexuelle. Oui, vous avez bien compris, il lui demande d'affirmer devant tout le monde qu'il bande nous. Giovanni n'aurait donc jamais couché avec sa femme à cause d'un petit problème technique. Pourtant, Lucrèce, en toute honnêteté, elle affirme le contraire, preuve qu'elle est loin de l'image de la manipulatrice qu'on nous présente habituellement. Mais papa et ses deux adorables frères lui font vite comprendre que soit le mariage est annulé, soit Giovanni risque d'être la victime d'un regrettable accident. Eh oui, on avait beaucoup d'accidents en ce temps-là. On tombait sur des poignards, on trébuchait du haut d'un pont, les mains attachées dans le dos, on confondait son verre de vin avec une fiole de cyanure, bref, une époque de gens fort peu prudents. Lucrèce finira par accepter cette version, tant qu'à Giovanni, eh bien, il a dû se dire qu'il valait mieux être déshonoré et vivant qu'honorable et mort. Là où la chose devient intéressante, c'est que 4 mois après l'annulation, Lucrèce accouche d'un charmant petit garçon. Bon, on connaîtra jamais l'identité exacte du père, même si des soupçons pèsent lourdement sur l'un des caméristes du pape, qu'on retrouvera d'ailleurs noyé quelques temps plus tard. Alors, je ne suis pas très bonne en maths, hein, mais d'après ce que je comprends, si les dates sont justes, ça veut dire que pendant toute l'affaire, notre brave amie était enceinte. Ce qui là, niveau chasteté et impuissance, soulève quand même quelques questions. Et surtout, ça donne à l'affaire une tournure encore plus comique. Vous déclarez donc, chère Lucrèce, que votre mari Giovanni Sforza, aussi connu sous le nom de Bandemou, ou sous celui de Monsieur j'ai laissé le cannelloni bouillir trop longtemps, ou encore Seigneur de Turoulet du Oui, ça va, je crois qu'on a compris le concept. Giovanni, vous aurez laissé aussi pur et immaculé qu'au jour de votre naissance. Je suis quand même un peu perplexe, parce que une fois ou deux, Tout à fait. D'ailleurs, je voulais vous raconter une anecdote. Un jour, pendant que je me brossais les cheveux en lisant mes Non poèmes... mais les gars, sérieux là? je vous demande pardon. Non mais vous voyez pas le... Et quelque chose vous tracasse, mon ami? Clear Blue est tellement précis qu'il vous dit si vous êtes enceinte, mais aussi depuis combien de semaines. Mais elle est quand même vachement en forme pour quelqu'un d'immaculé. Je ne vois pas le rapport. Ah bah en parlant de rapport, tiens moi je vais te dire un truc. Oui. Mais elle est enceinte, bordel de merde! Monsieur, nous ne parlons pas ici des parties intimes de ma fille, mais bien des vôtres. Merci de ne pas changer de sujet. Ouais bon d'accord,
Mais pour qu'elle se retrouve enceinte, il a quand même bien fallu que quelqu'un la saute, ta fille. Alors peut-être pas moi, mais il y a forcément quelqu'un qui est... Mon chat! Et dire que je me suis brossé les cheveux sous le même toit que toi pendant quasiment un an! Ma fille est aussi pure que notre sainte église. Papa. Oui, non, l'exemple n'est peut-être pas très parlant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, bon ben cite-moi un seul exemple dans toute l'histoire d'une fille qui se soit retrouvée en cloque sans y être tout de même un peu pour quelque chose. La Vierge Marie. Pas faux. Ah oui, non, là, j'avoue, je suis battu. Ah, bravo. Oh, elle était un peu facile. Non, c'est très fair-play. Là, je suis battu. On en était où? Au fait que vous ne bandiez pas. Ah bah oui, forcément, du coup, ça doit être ça. Si l'annulation finit par se faire, Lucrèce n'en sortira pas sans perdre quelques plumes. Humilié et amer, Giovanni n'aura de cesse de colporter de fausses histoires plutôt salaces sur son ex-femme, notamment celle qu'il accuse d'être l'amante de son père. Eh oui, la légende vient de là. Les commérages prendront plaisir à nourrir cette rumeur et à la fin, si on en croit tous les on-dit, Lucrèce se taperait non seulement son père mais aussi ses frères. Bah oui, c'est plus croustillant et puis quitte à avoir l'esprit de famille. Comme quoi, même avant Twitter, il y avait déjà des campagnes de bashing. On l'a remarié à un certain Alphonse d'Aragon, duc de Bichelieu, c'est l'un des gamins du roi de Naples, et là vous vous dites, bon, sur quoi elle va tomber maintenant? Oui, parce que Giovanni c'était pas vraiment la fête au village, et vu qu'elle passe son temps à se faire bolosser par tous les mecs de sa famille, il y a de quoi attendre la suite avec un brin d'angoisse. Pour faire vite, si je devais résumer le jeune homme en un mot, je dirais... Violent. Non. Homosexuel. Non. Mal formé. Non plus. Si c'est une sorte de Ramsès, non, dites-le-moi tout de suite. Il est parfait. Ah oui? Le jeune Alphonse d'Aragon est absolument parfait. Il est beau, intelligent, raffiné, et cerise sur le gâteau, il est en rapport d'âge de Lucrèce puisqu'il a juste 1 an de moins qu'elle. D'ailleurs, entre les deux jeunes gens, ce sera le coup de foudre immédiat. Dommage, un Ramsay Snow version romaine, ça aurait vraiment eu de la gueule. Non mais ça existe déjà, c'est Caligula. Ah oui, pas faux. Ils se marient donc le 21 juillet 1498. Le jeune couple vit des jours heureux dans le palais de Santa Maria in Portico. Un bonheur pur et idéal qui se construit à base d'amour, d'eau fraîche et de bonnes grosses stuff des familles avec tous les artistes et les gens en place de l'époque. Mais rassurez-vous, comme à chaque fois qu'il se passe un truc bien dans la vie de Lucrèce, ça ne va pas durer. Le vent des magouilles politiques a encore tourné et les cartes se redistribuent. Cette fois-ci, c'est à la France que le pape commence à faire du pied et les Français ont de grosses vues sur le royaume de Naples. Tout ça est renforcé par le mariage de César avec une Française, Charlotte d'Albret. Oui, vous avez bien entendu, le mariage de César. Alors, rassurez-vous, même si c'est la fête du slip au Vatican, on s'est pas mis soudainement à autoriser le mariage des prêtres. César, qui était rentré dans les ordres contre son gré, en sort le 17 août 1498. Et d'ailleurs, c'est le premier cardinal de l'histoire à abandonner sa fonction. D'où le fait qu'on le retrouve maintenant marié. Entre-temps, on le soupçonne aussi d'avoir assassiné son frère en 1497, mais bon, si on commence à faire la liste de tous les gens que César a butés, on va vraiment pas s'en sortir. Tiens d'ailleurs, en parlant de meurtre... César commence clairement à voir son beau-frère comme un obstacle à la réussite de ses plans, donc il décide de le buter, au calme. Ah ben on vous avait prévenu, hein, César, quand il s'agit d'assassinat, il est pas là pour enfiler des perles. Tuer. Si on vous parle tellement de César, c'est que pour le coup c'est lui qui tient absolument à buter le mari de sa sœur. Le pape il est beaucoup moins chaud à l'idée d'en arriver là. Il commence même à trouver son fils carrément flippant. Et là on est vraiment en train de passer un cap, parce que si même Rodrigo, qui n'est clairement pas un enfant de cœur, expression fort habilement choisie, si même lui commence à se chier dessus de son fils, c'est que pour le coup, tout le monde doit s'inquiéter. Ah c'est sûr, c'est mauvais signe. Le pape est partagé. D'un côté, il veut pas aller contre son fils, parce qu'il sait qu'il est encore plus fou que lui, mais de l'autre, il aime bien Alphonse, qui est un garçon plein de qualités. Plein de qualités et de bon sens, puisqu'il fuit Rome le 2 août 1499. Lucrèce, qui est enceinte, veut désespérément le rejoindre, mais son adorable famille l'en empêche. Pire, son père envoie Lucrèce dans un bled paumé dans le centre du pays, Spolète, pour qu'elle y joue les gouverneurs. Au passage, soulignons que pendant toute cette période, même si elle n'est pas au mieux, elle fait quand même du foutrement bon boulot. Elle négocie une trêve avec Terni, une ville rivale de Spolète. Elle endosse brillamment son rôle de juge dans plusieurs procès, et en plus, elle crée une police. Une preuve supplémentaire que, contrairement à ce que pensent la plupart des hommes de son entourage, son utérus n'est peut-être pas la seule partie de son être à présenter un intérêt.
Non, faut bien avouer que... on l'a sous-estimé. Oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, j'ai bien réfléchi, et plutôt que de te marier et de te faire pondre un gosse par an, on va te donner un poste à responsabilité, et on va te laisser mener ta vie comme tu l'entends. C'est vrai? Oh la vache, non, trop pas. Non, trop pas. Non, tu vas avoir une bonne vie de merde, et en plus, je vais tuer ton mari. Alphonse, qui ne supporte plus leur séparation, finit par la rejoindre le 9 septembre. Les deux tourtereaux finissent par rentrer à Rome, et croyez-moi, c'est pas la meilleure idée du monde. Étant donné qu'à Rome, il y a César, qui d'un point de vue psychologique n'a pas tellement évolué. Tuer. Bon, dans un premier temps, il envoie 5 de ses hommes de main pour buter son beau-frère devant la place Saint-Pierre, mais ça foire, hein. Le jeune homme est salement blessé, mais vivant. Oui, mais face à cet échec, César se dit qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Du coup, pour sa deuxième tentative, il va directement chez le jeune couple et bute Alphonse sur place, devant les yeux de Lucrèce. Surprise! Bon, ça c'est fait. Après ça, on va pas vous le cacher, Lucrèce va pas super bien, hein. Elle nous fait même une petite dépression. En même temps, l'ambiance à la maison, ça devait pas être la fête. Ne me dites pas. Ça va tellement mal que son père commence vraiment à se faire du souci. Il essaye d'arrondir les angles, de lui changer les idées. Mais très vite, les vieilles habitudes reprennent le dessus. Elle m'inquiète, elle écoute pas l'autre. Oui, c'est vrai. En plus, elle ne sort plus, elle mange plus du tout. Ouais, Elle nous fait une dépression, c'est sûr. pas tout à fait là. Elle est tellement fragile. Bon, on la remarie. Allez, c'est parti. Dans le rôle du futur mari stratégiquement intéressant, le pape et son fils verraient bien Alphonse d'Este, le futur duc de Ferrare. Oui, encore un Alphonse. C'est un brun barbu tout à fait charmant et qui en plus fait partie d'une des familles les plus en place de l'époque. Il pèse. Je dirais même qu'ils ont un énorme potentiel de paisitude. En plus, leurs terres sont situées très loin de Rome, dans le nord du pays. Et vous allez vite comprendre pourquoi on vous le précise. Au début, quand ça commence à parler remariage, Lucrèce a bien envie de leur dire d'aller se faire foutre, hein. Mais après mieux réflexion, elle se dit que justement, ce mariage serait l'occasion rêvée de s'éloigner de Rome, et donc de Rodrigo et de César. Alors, on va quand même résumer un peu. La fille se fait tellement bolosser par sa famille qu'elle en arrive quand même à se dire qu'un petit mariage arrangé, hein, si ça peut lui donner l'occasion de se barrer, c'est pas si mal. Résultat, le contrat de mariage est signé le 26 août 1501. Pourtant, au départ, les d'Este n'étaient pas ultra chauds pour accueillir Lucrèce dans la famille. Faut dire que les Borgia ont pas une réputation de ouf, hein, entre leurs origines espagnoles, les rumeurs d'inceste, César qui prend la vie pour un shoot'em all, et Rodrigo qui a une vision toute particulière de la religion. Lucrèce est au courant de la tiédeur de sa belle famille et elle fera tout pour gagner leur affection. Et comment on se met bien avec sa belle famille en 1500 ? On lui fait soit gagner, soit économiser du pognon. Elle se débrouille pour amoindrir la somme que le duché doit verser tous les ans au Vatican, qui passe de 4000 à 100 ducats. Elle leur file au passage 2-3 évêchés, sans parler de sa dot qui est quand même de 200 000 ducats. Toi aussi, achète ta poupée Lucrèce Borgia et tous ses accessoires fabuleux, ses évêchés gratos, sa réduction d'impôts, son peigne en titane ultra résistant et surtout, sa dot de 200 000 ducats. La poupée Lucrèce Borgia, toi aussi, vis l'existence merveilleuse d'une fille de pape mariée de force. Résultat, son beau-père, Hercule d'Este, lui envoie un putain de convoi de ouf. Eh oui, c'est ça le ciment des vraies familles, la thune! Une fois ces petites formalités réglées, direction le duché d'Este. En plein hiver, le 6 janvier 1502, Lucrèce laisse Rome derrière elle. Elle doit abandonner le fils qu'elle a eu avec son second mari. Mauvais côté. Mais elle se libère enfin du tueur en série chelou qui lui sert de frère. Très bon côté. Très bon côté. Putain de super bon côté, quoi. N'est-ce pas? Bon, ça va lui prendre 1 mois de voyage à se peler le jonc sur les routes. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Petite anecdote mignonne, son nouveau mari est tellement pressé de la voir
qu'il vient à sa rencontre sans prévenir avant même qu'elle n'arrive à destination. Et notre barbu au cœur tendre ne sera pas déçu. Il tombe immédiatement sous le charme de Lucrèce, qu'il trouve aussi belle qu'intelligente. Bon, on est loin du coup de foudre, mais malgré tout, les deux époux ont l'air contents l'un de l'autre, ce qui est déjà un très bon début. Serait-on en train de voir le bout du tunnel? Lucrèce va-t-elle enfin avoir une vie de famille paisible? Ma chère épouse, vous avez fait un bien long voyage. Mon cher époux, je suis épuisée mais heureuse, car ce périple m'a conduit jusqu'à vous. Madame, votre beauté est digne de ce que l'on dit d'elle. Il suffit de poser les yeux sur vous pour voir que votre cœur est bon. Ah, Alphonse. Comme nous allons être heureux. Vous le pensez sincèrement? Mais bien sûr, nous sommes jeunes, beaux et fortunés. Que pourrait-il nous arriver de fâcheux? Alors on va vous rassurer tout de suite, l'apparition de César dans la séquence précédente, c'est juste pour la blague, il ne viendra pas mettre son grain de sel dans cette histoire. Lucrèce va enfin avoir droit à un peu de paix et de bonheur. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Il faut dire que pour une fois, elle est bien tombée. Au-delà de leur puissance militaire et politique, les Destes sont aussi très cultivés. De vrais amoureux des arts et des lettres. Du coup, Lucrèce joue les mécènes et passe le plus clair de son temps entouré d'une cour d'artistes, de poètes, de musiciens. Bon, elle en niquera un ou deux au passage, mais ces petits adultères sont insignifiants, comparés aux orgies incestueuses que la légende lui attribue. Au-delà de l'aspect artistique, Lucrèce fera beaucoup pour le duché de Ferrare. Lorsque celui-ci connaît la guerre en 1512, on la retrouve sur tous les fronts, politiques, économiques, stratégiques. Puis elle pondra quand même 7 gamins à Alphonse. Ah ouais, quand même. Si on compte les 2 premiers, ça fait quand même 9 grossesses en tout. Ouais, m'en parle pas, rien que d'y penser, j'ai mal. Une foufoune a explosé hier soir dans un cinéma de Strasbourg. La fin de la vie de Lucrèce sera un peu terne vu qu'elle se tourne de plus en plus vers la religion. C'est sa dernière grossesse. La 9e, rappelons-le. Qui lui sera fatale. Elle meurt le 24 juin 1519, à 39 ans. Une bonne partie de sa fortune est léguée à des monastères, et toujours dans un délire de piété, elle est enterrée dans une robe franciscaine toute simple. Ses proches la pleureront et la regretteront longtemps. La suite, vous la connaissez, souvent par le biais de certains artistes, les époques suivantes lui bâtiront une légende trouble et sulfureuse qu'au final elle méritait bien peu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous, on vous fait des bisous à l'eau bénite et on vous retrouve le mois prochain dans le passé. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Et il se moque de tout. Qui? L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous jette tous les deux. Oh! Sous les diamants des étoiles. Quel magique univers. Mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Non, les gars, franchement, ça va pas le faire. C'est super bizarre en fait. Mais on l'a bossé toute la semaine. Bah oui, on va pas faire que de la figure dans cet épisode. Ouais. Bon, on vous la crée là-bas, on s'entend. Allez. Tu vois, Lucas, les Français ne comprennent rien à l'art complexe de la comédie musicale. J'aurais pas dit mieux, Nico.